Et il est grand temps de vous retrouver, Audrey Crespo-Mara, avec votre invité ce matin, Bernard Kouchner. Bonjour à tous, bonjour Bernard Kouchner. Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères. Alors vous l'avez trouvé comment Emmanuel Macron hier soir? Il n'a pas dit grand-chose, mais il l'a bien dit. Comment il n'a pas dit grand-chose? Pas d'annonce. On n'arrêtait pas de le pousser à parler. Quand c'était le plus intéressant, on l'interrompait. C'était deux chats, l'un derrière sa moustache, l'autre avec ses gros yeux, qui voulaient en dire ou du mal. C'était complètement, comment dirais-je, agressif en permanence. C'est-à-dire que vous avez trouvé que c'était des opposants plus que des journalistes? Mais non, mais je ne comprends pas leur tactique. Qu'est-ce que c'était que cette espèce de permanence de l'attaque? On n'a pas appris grand-chose parce qu'ils ne voulaient pas qu'on apprenne, ils voulaient le coincer. C'était leur cible. Et je trouve que ce n'est pas comme ça qu'on fait un bon débat. Et lui, vous l'avez trouvé remarquable, en revanche? Remarquable. Sur les hôpitaux, je discute beaucoup, et sur les émigrés aussi. Mais sur le reste, il a été le président de la République. On ne fait pas un bon débat parce qu'on l'appelle Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. Au lieu de l'appeler Monsieur le Président, c'est ça? Quelle nouveauté. Non, je ne dis pas qu'il l'appelle toutes les secondes Monsieur le Président, mais cette nécessité d'agression, ce climat qu'ils entretenaient, c'était « je saute dessus, tu vas voir, je vais l'avoir ». Moi, ça ne m'a pas beaucoup impressionné. Enfin, à prendre des méchants journalistes, autant prendre les pires. Il a pris les pires, avec deux tactiques différentes. Il y en a un qui rampait derrière sa moustache et il faisait semblant de rire et de connaître les choses de l'intérieur, et l'autre faisait ses gros yeux. C'était pas nécessaire. Allez, parlons de la Syrie. Les parlementaires débattront tout à l'heure a posteriori de l'opération militaire menée par Paris, Londres et Washington contre les sites syriens, sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. L'accord du Conseil de sécurité. À quoi ça sert le Conseil de sécurité de l'ONU si on s'affranchit de son aval? C'est toute l'ambiguïté de l'ONU. Quand le Conseil, c'est-à-dire les membres permanents, les 5 dont nous sommes, là il y avait 3 membres permanents, les États-Unis, l'Angleterre et la France, contre les 2 autres qui étaient la Chine et la Russie. Et la Russie bloquait. Non, mais la Russie bloquait, et la Chine aussi, mais lorsque le Conseil de sécurité n'est pas en accord, on peut s'abstenir à la rigueur, mais s'il n'y a pas d'accord, qui dicte la loi? Est-ce que les accords internationaux, c'est-à-dire la loi internationale, est supérieure au Conseil de sécurité, ou le Conseil de sécurité dit le dernier mot? Non, malheureusement. Il fallait faire respecter l'interdiction de l'utilisation des armes chimiques, qu'utilisait, si j'ai bien compris, 85 à 86 fois Bachar el-Assad, avec évidemment l'accord des Russes, puisqu'ils sont là, ou est-ce qu'il fallait ne rien faire? Ils ont arrêter, signifier qu'on ne pouvait pas tolérer que tout le monde s'empare de l'arme chimique et qu'on puisse s'en servir sans être, comment dirais-je, empêché de le faire, sans être sanctionné. N'est-il pas étrange de se réclamer des droits internationaux pour lutter contre l'utilisation d'armes chimiques et de s'en affranchir quand on a envie de lancer des missiles? Mais non, c'est pas parce qu'on a envie. Personne n'avait envie. Vous avez envie des missiles? On n'a pas envie. On l'a fait beaucoup trop tard en Syrie. La grosse faute, c'est en 2013, M. Obama, qui voulait un accord avec l'Iran, a finalement, le dernier matin, arrêté ce qui devait être fait en 2013. Et là, ça aurait changé la face de la guerre. Et là, il y aurait eu des dizaines de milliers de morts en moins. Mais bon, on l'a fait cette année, et c'est l'honneur de la France de l'avoir, comment dirais-je, d'avoir partagé cette difficulté. C'est pas facile, ça a été très bien fait, et apparemment, les Russes étaient prévenus, il n'y avait personne dans les bâtiments, etc. Donc ça a été très bien fait. Emmanuel Macron a déclaré « Les faits et la responsabilité du régime syrien ne font aucun doute ». Aucun doute. Est-ce qu'on a vu les preuves? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont vu les preuves? Est-ce qu'il y avait forcément C'est les preuves? l'utilisation du chlore n'est même plus discutée. Mais c'est toujours comme ça, c'est le cirque habituel. On dit, mais non, il n'y a pas l'arme chimique, et puis on s'aperçoit que l'arme chimique existait et qu'elle a tué beaucoup de gens. Alors l'arme chimique, elle ne tue pas autant que les bombardements. C'est un peu... Ce qui est ridicule, enfin triste, c'est que l'arme chimique soit interdite, mais pas les bombardements massifs. Or, il y a eu 400 000, maintenant on parle de 500 000 morts, et nous ne sommes pas intervenus. Nous avons laissé faire ça. Mais l'arme chimique est interdite par des accords très clairs. Et d'ailleurs, c'est la France qui possédait les instruments de ratification. Mais pourquoi ne pas avoir attendu l'arrivée des experts qu'on va voir, les experts de l'OIAC, donc l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, affiliée à l'ONU. Ces experts, ils arrivaient le lendemain, on les voit ce matin, ils devaient enquêter sur l'utilisation des armes chimiques. On les voit ce matin parce que ça fait 12 jours. On ne va pas attendre 12 jours pour lui signifier qu'il n'a pas le droit d'utiliser l'arme chimique. On n'attend pas que ces experts disent oui, il y a armes chimiques, dans quelles conditions, qui les a utilisées, on bombarde avant. Les gens qui sont... Nous avons des services spéciaux
qui sont sur place. Nous avons des correspondants, il y a les photos, il y a vraiment... Hélas, nous avons l'habitude de l'utilisation par M. Bachar el-Assad des armes chimiques. Et c'était là, d'une certaine façon, relativement réduit. Mais c'est vrai, il vaut mieux attendre, mais ils ne sont pas... Ça aurait sans doute fait taire les critiques. Oui, on a attendu parce qu'avant, il y avait la guerre, et il y a des gens qui, quand même, s'y sont allés pendant la guerre. On avait, en gros, la preuve. Maintenant, on l'a complètement. On ne va pas attendre, parce que théoriquement, il y a une garde à Genève. Il y a des gens qui sont prêts à partir, mais ils partent, ils arrivent 12 ou 15 jours après. Ça, c'est pas sérieux. Et pourtant, on se souvient tous, Emmanuel Macron cite Colin Powell, le secrétaire d'État américain qui, trompé par la CIA, avait agité de fausses preuves d'utilisation d'armes de destruction massive par Saddam Hussein pour justifier l'intervention des États-Unis en Irak. Donc, même l'histoire ne donne pas de leçon à Emmanuel Macron. Non, c'est pas la même chose. Là, il a menti, et il savait d'ailleurs, en gros, qu'il mentait. On ne le savait pas à l'époque. C'était de l'anthrax. Hein. Ouais. Oui, c'était autre chose. Mais quand il a brandi son petit flacon, le voilà, oui, c'était pour dire... Saddam Hussein était un méchant. C'est vrai que c'était un méchant, mais il n'y avait pas d'armes chimiques. En tout cas, on ne les a jamais trouvées. C'est pas pareil. Là, on a la preuve, ils sont morts, les types. Mais on ne les voit pas, les preuves. Mais comment on les voit pas? On les voit. Il y a eu un rapport du Quai d'Orsay il y a 3 jours avec des preuves. Mais vous savez, le chlore, même ça se sent. Les photos et la façon dont souffraient les enfants étaient très caractéristiques d'un gaz étouffant. Bon, regardez ce tweet de Gérard Collard, regardez. Gilbert Collard, pardonnez-moi. Gilbert Collard, Front National, le corps de Colin Powell avec la tête d'Emmanuel Macron. Après Colin Powell sur l'Irak, Emmanuel Macron sur la Syrie, les éprouvettes à l'épreuve du mensonge. Mais alors, il compare Macron et Colin Powell. Il doute des preuves. D'abord, je doute de l'idéologie de M. Collard. Deuxièmement, sa capacité de juger des armes chimiques, je ne le connais pas comme spécialiste de la guerre. Donc, ça, c'est de la politique et des postures. Il est certain qu'on découvrira que l'utilisation de l'arme chimique, ce jour-là, a été... Enfin, tout le monde l'a vu, les médecins en parlaient, les gens du quartier de la Ghouta. C'est même pas la peine de perdre du temps là-dessus, hélas, c'est clair. Et s'allier à Trump dans une opération militaire, est-ce que ça ne vous inquiète pas un peu? Pourquoi S'allier à Donald Trump. Donc à Donald Trump, c'est pas moi qui l'ai élu. Je sais bien. Eh bien, écoutez, enfin, notre allié, les Américains, ça les gênait pas de venir pendant la guerre nous défendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Donald Trump, que vous n'aimez pas, qui a, comment dirais-je, psychologiquement un peu incertain, je ne sais pas, c'est le 3e membre et le plus important, le plus puissant du Conseil de sécurité. Les 3 du Conseil de sécurité ont décidé d'appliquer les accords internationaux. On allait refuser Donald Trump. Vous savez, ça s'est passé avec un homme que j'aimais beaucoup, Obama, en 2013. Il n'a pas voulu au dernier moment. Alors on s'est arrêté. C'est bien dommage. Lui a été jusqu'au bout. Mais finalement, Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy et François Hollande, et contrairement à Jacques Chirac, se met dans la roue des Américains. Et alors? Et c'est pas gênant. Mais attendez, on va refuser les touristes américains parce qu'ils ont élu Donald Trump? Enfin, ça va, il est président des États-Unis. Sur la politique de la France, que De Gaulle disait caniche des Américains. De Gaulle, ça fait un moment, mais là, hélas, qu'il est mort. Chirac était sur la même position que Eh bien, il avait tort. De Gaulle. Il avait tort parce qu'il savait très bien, Chirac a été le premier à nous alerter sur la politique syrienne. Et il disait, ce sont des menteurs, il ne faut pas les écouter. Non, mais ne convoquons pas les exemples historiques. Il y avait la guerre froide, des méchants et des gentils. Maintenant, c'est un peu pareil, malheureusement. Et donc, le gentil demeure pour nous l'allié. L'allié, ce sont les alliés, très particulièrement. C'est curieux. Ils font le Brexit, ils quittent l'Europe, mais le reste de l'Europe ne fait rien. Ça, c'est une vraie déception. L'Europe n'a rien fait, sauf les Anglais. Les Anglais, les Américains et nous-mêmes, oui, c'est bien. Et sur le droit d'ingérence, que certains jugent être un néocolonialisme, pourquoi ce droit d'ingérence est-il à géométrie variable? C'est-à-dire qu'on intervient en Syrie, on n'intervient pas en Arabie Saoudite qui mène une guerre meurtrière contre les Yéménites, on n'intervient pas en Corée du Nord qui a des camps de travail. Vous voulez intervenir partout, vous? Non, mais pourquoi on intervient là-bas et c'est vous le nouveau Trump? Lui, il a dit qu'il intervenait, il n'intervenait pas. Sur le droit d'ingérence à géométrie variable. Mais le droit d'ingérence, d'abord, il n'est pas à géométrie variable, il est plus difficile à appliquer. Deuxièmement, c'est pas ce qu'on fait. Le droit d'ingérence, c'est exactement ce qu'on a fait là. Et on l'a fait contre qui? La 2e armée du monde, c'est-à-dire les Russes. On les a prévenus, il n'y a pas eu un mort apparemment, il faudra attendre pour savoir, mais nous sommes intervenus parce que le droit international n'était pas appliqué, c'était à nous de le faire, à nous les Occidentaux, à nous les démocrates. Ça c'est un exemple
militaire, le droit d'ingérence, c'est pas... Le droit d'ingérence, dans son application théorique, celle que j'aime, c'est de prévenir les massacres. Là, le massacre a eu lieu, 400, 500 000, on n'en sait rien, en Syrie. Nous sommes intervenus parce que cet usage est absolument interdit. On ne peut pas utiliser les armes chimiques. Ligne rouge, dit Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vraiment plus terrible d'utiliser les armes chimiques que des armes classiques contre son peuple? En tout cas, c'est interdit. Parce que c'est une arme qui ne choisit pas ses cibles. Théoriquement, avec des armes normales, si j'ose dire, des bombardements, des missiles, etc., ça peut être ciblé. Mais l'arme chimique, ça se répand sur la population, les femmes, les enfants. C'est toujours les femmes et les enfants qu'on compte. En tout cas, la population civile. Et donc, c'est interdit. Vous êtes marrant. C'est interdit. Voilà, c'est interdit. Alors, c'était 90 km en France. Et bien maintenant, c'est 80. Il y a des lois. Nous respectons la loi. Il a très bien dit ça, Emmanuel Macron. Très bien. C'était tout à fait justifié. Et d'ailleurs, vous faites les sondages. Alors, on ne craint pas. Évidemment, la crainte de la guerre existe. Mais enfin, non seulement ça s'est bien passé, mais Emmanuel Macron continue sa visite en mai à Saint-Pétersbourg. Alors, Vladimir Poutine, il reproche à la France d'attaquer un État en première ligne dans la lutte contre l'islamisme. Est-ce qu'on ne facilite pas un peu la tâche des rebelles islamistes en s'attaquant au régime syrien? Je ne le pense pas, mais en tout cas, Vladimir Poutine, si je ne m'abuse, c'est le même homme qui nous a piqué la Crimée au milieu de l'Europe. Vous vous souvenez de ça? C'est pas beau, ça, hein, mais ça, on l'oublie en ce moment. Oublions. C'est lui qui a tiré sur l'avion hollandais, 600 morts civils dans le ciel. C'est lui, n'est-ce pas? Il n'a pas de leçon à nous donner, M. Poutine. Sa politique est une politique de force, déterminée, c'est vrai, assez intelligente, de ce point de vue, du point de vue d'un brutal. Et nous ne sommes pas capables de répliquer. Pour une fois qu'on le fait, c'est pas Poutine qui a mis les armes, mais il savait qu'on les utilisait, les armes chimiques. Donc, je crois qu'il a la monnaie de sa pièce. Mais c'est pas pour la guerre. La guerre, malheureusement, ça ne va pas l'influencer. Ne confondez pas la guerre qui tue les civils, et ça c'est M. Bachar, avec l'aide des Iraniens et des Russes, qui mène cette guerre, c'est elle qui tue. L'arme chimique, c'est interdit, mais c'est pas ce qui tue le plus. Loin de là. Ne confondons pas. Cette attaque contre la fabrication des armes chimiques ne va pas modifier le parcours de la guerre, j'espère, et ça c'est ce qu'a dit aussi Emmanuel Macron hier, Emmanuel Macron, comme disent les mecs pour l'interrompre, eh bien ça va être l'objet de la réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui, et nous allons dans le sens, après cette semonce, nous allons dans le sens de développer, si on le peut, enfin, une espèce de trêve et que la guerre finisse. C'est ça qui va être fait. L'autre sujet qui divise, c'est la loi Asile et Immigration de Gérard Collomb, débattue à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un texte alors qui allonge de 45 à 90 jours la durée de rétention des clandestins et réduit à 6 mois le temps d'examen des demandes d'asile. La droite en rêvait, Macron l'a fait? La droite en rêve, j'en sais rien, mais en tout cas, elle ne rêve pas assez. Parce que, d'abord, je ne suis pas confiante en la droite pour accueillir les gens. Vous qui êtes socialiste comme Gérard Collomb, est-ce que vous auriez porté un texte pareil? Moi, j'aurais porté depuis longtemps un accueil pour les émigrants. Moi, je pense que ça a été une énorme erreur de messieurs Hollande et Valls de courir après le Front National. C'est pas ce qu'ils ont. Donc le texte de Gérard Collomb, vous le soutenez pas vraiment, si je vous suis. Le texte de Gérard Collomb ne correspond pas à ce que je pense de la France, à l'accueil nécessaire. Et je pense que c'est une erreur avec les organisations, avec les municipalités, avec les agences, avec les ONG, etc., de ne pas avoir... Je ne vous dis pas qu'il fallait en accueillir 1 million comme Mme Merkel. Mais il fallait en accueillir beaucoup plus et faire que la France soit ouverte et fraternelle. Je pense que ça, on y gagnerait beaucoup et ça ne nous déborderait pas. C'est en étant beaucoup plus généreux qu'on peut réguler les choses. Et ce texte, vous le trouvez tout sauf généreux? Je le trouve, oui, un peu plus dur. Trop dur. Alors, vous savez, il veut raccourcir le parcours de l'OFPRA, c'est-à-dire quand on vous décrète, parce que vous ne pouvez pas rentrer chez vous, parce qu'on vous menace, on vous déclare réfugié et les autres doivent partir. Mais tout ça, c'est ce que raconte tout le monde au début. Il faudrait que ce soit beaucoup plus rapide. Alors, ce sera 6 mois. Tous les matins, je pose une question récurrente. La question off, met devant les caméras. C'est off, hein, entre nous.
Vous qui avez été ministre des Affaires étrangères. Mais arrêtez de me dire ça. C'est pas en étant ministre des Affaires étrangères que j'ai appris les choses. C'est en faisant Médecins sans frontières. De Nicolas Sarkozy. Attendez, vous allez voir où je vais. Ça vous fait quoi de vous dire que vous avez peut-être eu ce poste grâce à l'argent de Kadhafi? Mais c'est pas vrai du tout. D'abord, c'était bien avant que j'ai eu le poste. Bien avant. Et d'autre part, vous avez certainement lu les articles que j'ai écrits. Je suis persuadé, je ne peux pas croire que M. Sarkozy ait touché de l'argent de Kadhafi. J'étais là, j'étais le ministre, j'écoutais les conversations, j'étais pas toujours là, puisque j'ai refusé de voir Kadhafi, moi, quand il est venu à Paris. Mais je suis sûr qu'il n'a pas touché d'argent. Merci. Si on me dément, je serais très en peine. La justice le dira. Merci beaucoup Bernard Kouchner. La suite de la matinée.